ce sera les élections, un 4e cycle électoral pour la République démocratique du Congo. C'est une expérience qui est en train, bien évidemment, d'être ancrée. Et pour cela, il faudrait tirer des leçons des exercices passés pour pouvoir placer la femme là où elle doit être et non à chaque fois revenir sur des débats stériles où la femme doit réclamer après ne pas avoir été établie dans ses droits. Alors pour ce faire, ce débat, nous allons en discuter avec Bernadette Kamango. Elle est femme entrepreneur. Elle est également femme de la société civile. Et je crois que c'est dans ce contexte-là qu'elle va pouvoir intervenir sur ce plateau par rapport au sujet des femmes et élections en République démocratique du Congo. Madame Bernadette, bienvenue à vous. Merci pour cette invitation et je crois que c'est la 2e fois que je reviens ici, mais ça fait un peu longtemps. Très longtemps. Entre les 2 émissions, il y a beaucoup d'années qui se sont voilà, c'est ça, parce évidemment qu'il y a beaucoup écoulées. de choses qui se passent aussi. Et oui. Je suis toujours heureuse de me retrouver ici. Avant de parler justement de cette question épineuse, il s'agit des élections. Nous sommes dans une année électorale. Bientôt, les Congolais vont devoir se choisir des nouveaux députés et un président de la République. Ce n'est pas mince à faire, mais je veux quand même d'abord parler de vous. Je vous ai présenté en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que vous faites? Oui, entrepreneur, disons, j'ai créé mon entreprise, ma propre entreprise. Quand on dit entreprise, c'est-à-dire avec RCCM, identification nationale, numéro d'impôt, donc tout ce qui accompagne ça. Et j'évolue particulièrement dans le cosmétique naturel, c'est-à-dire des savons, des shampoings, des crèmes, sans additifs chimiques, donc totalement naturels à base d'ingrédients comme les épices, comme les légumes, comme les fruits, tout simplement pour un peu lutter contre tous ces produits chimiques, surtout l'hydroquinone, et changer un peu la mentalité auprès surtout des Congolais et surtout des Congolaises, parce que c'est surtout les femmes qui ont toujours ces soucis-là de se faire belle. Donc de changer un peu le comportement en abandonnant tous ces produits qui abîment la peau, qui apportent même des cancers de la peau. Même, ça peut même apporter ça peut aller jusqu'à la stérilité. Donc, notre lutte, c'est pouvoir justement qu'il y ait ce changement de comportement d'abondant de tous ces produits chimiques pour plutôt utiliser des produits bio, donc naturels, sans additifs qui abîment la peau. Les mauvaises habitudes dans la peau dure, comme on dit, hein, c'est pas facile, on est déjà habitué à ces produits-là. Est-ce que vous pensez que de plus en plus les gens s'intéressent à ce que vous faites? Oui, c'est pas facile. Les mauvaises habitudes, les mauvaises pratiques sont difficiles vraiment à pouvoir faire partir. Mais je remarque qu'il y a quand même ce petit souci d'utiliser de plus en plus des produits naturels, même manger naturel. Donc de plus en plus, mais ça coûte cher aussi, hein, c'est pas à la portée de tous. Ce qui est bon coûte toujours cher. Ce qui est bon coûte toujours cher, mais par rapport au pouvoir d'achat de la population congolaise, donc on fait tout quand même pour que ces prix soient suffisamment abordables. Parce que je rencontre beaucoup surtout des dames, qui me disent, voilà, moi j'ai acheté un savon à 50 $, mais regardez ce que ça m'a fait. Moi je leur dis, oui, vous avez acheté à 50 $, mais moi je vous propose encore moins de 10 $. Mais vous verrez que la peau est régénérée, la peau s'embellit et même le teint signifie, donc vous améliorez le teint sans trop de choc. Sans trop de choc et sans risquer d'être malade. Parce que quand vous tombez malade, le problème c'est quoi? C'est que les 50 $ que vous avez dépensés, vous allez dépenser peut-être fois 100 tout simplement pour chercher à guérir d'un cancer que vous auriez pu éviter. Tout à fait. Alors, cette question d'élection, ça nous touche, ça nous préoccupe parce que nous sommes des citoyens congolais. Et il faudra bien évidemment, en tant que femmes, que nous puissions aborder toutes ces sensibilités qui accompagnent la période préélectorale, évidemment avec la participation de la femme. Par rapport aux exercices passés, quel est le constat que vous avez fait? Est-ce que vous sentez qu'il y a un engouement du côté de la femme pour pouvoir cette fois-ci aussi changer la donne? Bon, je crois que déjà dès le départ, en 2006, lors des premières élections, il y avait cet engouement-là. Il y a toujours cet engouement et je crois que même si j'observe actuellement, il y a vraiment encore un grand engouement pour que les femmes puissent participer. Mais le problème qui se pose, c'est que c'est un peu comme à l'école.
hein. On constate que quand on est à l'école maternelle, à l'école primaire, à l'école secondaire, donc nous sommes tous égaux, hommes et femmes, je dirais plutôt jeunes garçons et jeunes filles, petits garçons, petites filles, donc tout le monde est égaux. Mais arrivé à l'université, et surtout après les universités, c'est là où il commence à y avoir des hésitations. C'est un peu la même chose avec les élections. Tout le monde postule, parce que tout le monde se dit, oui, j'ai mes chances. Député. Tout le monde veut devenir député. Mais quand il s'agit maintenant de passer vraiment à ce point, le point le plus important, de passer au vote, c'est là où les choses un peu basculent. Mais qu'est-ce qui bloque en fait? Bon, tout ce temps, qu'est-ce qui bloque? Surtout. Donc le problème n'est pas vraiment du côté de la femme, c'est ce que je comprends. Bon, le problème n'est pas trop du côté de la femme. Le problème est peut-être encore du côté de toujours des considérations qu'on a envers la femme, des préjugés encore qu'on a envers la femme. Et ça continue toujours à poursuivre la femme, à être collé sur la femme. Et bien malgré toutes les sensibilisations qui sont faites, les statistiques sont encore là, il y a encore du mal à pouvoir, je ne dirais pas faire confiance, hein, non, le mot confiance c'est un peu trop dur, mais peut-être à voir que qu'une autorité soit exercée par une femme. Donc c'est un peu ce qui gêne. L'autorité jusqu'à présent, autorité égale homme. Mais surtout quand vous allez à l'intérieur du pays, à Kinshasa, comme c'est la capitale, hein, il y a un peu du fourre-tout. Mais surtout en province, donc quand vous voyez l'homme égale l'autorité. Oui. La femme, non, elle est là. Il faut beaucoup d'explications. Il faut beaucoup d'explications, c'est ça. Tout à fait. Mais il y a aussi cette question de pouvoir d'achat sur le plan économique. On a vu quand même, il y a eu beaucoup d'ateliers qui ont été soutenus même par certains organismes internationaux pour pouvoir aider la femme à se préparer par rapport aux élections sur le plan financier. Donc, ça aussi, ça pose problème dans la mesure où on sait que ce sont les hommes qui ont toujours été puissants financièrement dans ce pays. Oui, généralement, c'est le pouvoir d'achat, en tout cas, quoi qu'on en dise, c'est l'homme qui le détient. C'est l'homme qui le détient, je n'ai jamais compris pourquoi, alors que quand il s'agit de travailler, la femme est la meilleure gestionnaire. Alors, je n'ai jamais compris pourquoi il y a cet écart-là, mais c'est un constat. C'est aussi le pouvoir d'achat, le pouvoir économique de la femme figure parmi les freins qui donnent je peux dire une accessibilité, ne fût-ce qu'à la candidature. Bon, la femme peut postuler, arriver à la candidature, mais maintenant, au moment de faire la campagne, c'est là où elle sera vraiment coincée. Tout simplement parce qu'une campagne, quoi qu'on en dise, il faut de l'argent. Et surtout avec notre mentalité congolaise, quand on passe en sélection... Ici, le vote n'est pas basé sur des convictions politiques. Pas du tout. C'est que à Pessinini... Il n'y a pas d'idéologie. Non, à Copé Sabissonini, des histoires comme ça. Donc, il faut les tricots, il faut même faire manger les gens. Partout où vous passez, c'est Pesambongwatalate. Donc, des histoires comme ça. Alors, tout ça, c'est vraiment un grand frein par rapport à la femme. Et même au niveau des partis politiques, il n'y a pas vraiment cet accompagnement pour la femme que, par exemple, au sein d'un parti politique, on se dit non, aujourd'hui, nous allons faire compétir nos femmes. Et pour les faire compétir, comme elles ont des problèmes surtout financiers, on leur donne une enveloppe, telle candidate, on leur donne une enveloppe, comme ça ils peuvent se défendre sur terrain. Et souvent, bon, les femmes qui passent, c'est souvent des femmes qui déjà sont déjà, je peux dire, financièrement stables. Oui. Donc c'est ça. Mais quelqu'un qui veut bien et qui a toutes les compétences voulues, qui a toutes les capacités voulues, mais qui veut postuler, et elle sera barrée par ce problème. Et vous verrez peut-être des femmes, elles ont les moyens, mais elles n'ont pas les compétences. Donc c'est le problème qui se pose. Mais justement, pourtant, sur le plan de la loi, tout est garanti. Hein. La Constitution donne la parité. Et par rapport aux listes, tout est vraiment c'est balisé. La voie est déjà balisée sur ce côté-là par rapport à la femme. Oui, on a toujours des très beaux textes ici au Congo. Très beaux textes. Mais maintenant, la pratique, ça laisse à désirer.
Mais ce problème, je peux dire, ne se pose pas seulement ici au pays. Quand on voit aussi même ne fût-ce qu'en France, hein, c'est toute une bataille pour que les femmes puissent aussi atteindre l'égalité. Oui. L'égalité des urnes, l'égalité même au sein des institutions. C'est quelque part, il faut vraiment qu'il y ait une volonté politique. Je crois quand même qu'il y a quelques efforts qui sont faits ici au pays. Mais moi, la grande question que je me suis toujours posée, c'est que quand on essaye de positionner les femmes de cette manière-là, est-ce que ce n'est pas juste pour plaire aux yeux, pour dire non, voilà, on a quand même placé les femmes. On a mis des femmes, oui. Voilà, maintenant vous pouvez vous taire, il y a autant de pourcentage de femmes. Surtout avec cette sorte de cagnotte qu'on a donnée dans la loi électorale révisée. Là, avec la loi électorale révisée. Ça sera juste par formalité. Ça sera par formalité parce qu'effectivement, on a demandé aux partis politiques que les partis politiques qui auront le plus aligné le plus de femmes, oui, ne seront exemptés de la caution. Mais c'est ça encore le grand problème. Quelles femmes on va mettre? Parce qu'on va mettre des femmes, mais on ne va pas mettre les femmes. Il y a une différence quand vous mettez une femme et quand vous mettez la femme. On va encore placer des femmes pour dire non, voilà, on a des femmes ici, donc on peut être exempté, mais ces femmes, c'est quelle sorte de femmes? Quelle qualité? Oui, il faudrait aussi revenir sur la compétence de la femme. La compétence, les capacités. Je ne refuse pas, chaque femme a sa compétence, mais chaque femme a ses capacités, mais selon son niveau. Pour postuler, quoi qu'on en dise, il faut quand même avoir un certain haut niveau, parce qu'aller sur terrain, aller par exemple défendre certaines causes, savoir être surtout engagé, parce qu'il faut savoir être engagé pour certaines causes, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde, et justement, cette question des civismes électoral au sein des partis politiques pose problème. En amont, on a toujours, peut-être que maintenant ça évolue, mais on avait remarqué que les femmes avaient des rôles secondaires dans les partis politiques, c'est-à-dire c'est elles qui jouaient les rôles des protocoles, c'est elles qu'on venait prendre pour aller faire les youyou, les youyou comme on dit, dans les activités. Elles ne jouaient pas des rôles d'avant-plan dans les partis politiques. Et autant elle ne joue pas ce rôle, autant on ne va pas lui demander plus. Ou elle ne va pas parachuter pour prendre cette responsabilité de pouvoir représenter le parti, par exemple. Pourquoi on n'a pas assez de femmes CG des partis politiques? Pourquoi on n'a pas assez de femmes porte-parole des partis politiques? Effectivement, les femmes CG, on peut dire, on donne un coup de chapeau à Maman Eve Bazaïba, qui aujourd'hui, elle se défend valablement. Secrétaire générale, et vous la voyez bien défendre son parti politique, et beaucoup même mieux que ses prédécesseurs. Mais je pense qu'on a toujours cette habitude de dire qu'on ne va pas tout donner sur un plateau d'argent aux femmes. La femme doit se battre. Pendant que, alors moi je me demande, mais on dit toujours la femme doit se battre. Mais quand l'homme doit se battre, qu'est-ce qu'il fait? Donc c'est un peu ça. C'est encore une façon, en fait, de décourager la femme. Hein, c'est une façon de décourager la femme. Oui, la femme doit se battre parce qu'on n'obtient jamais rien. Même dans la vie, on n'obtient jamais rien. Sans se battre, il faut quand même qu'il y ait un petit effort, mais c'est la femme qui doit, encore une fois, faire cet effort de prouver que même si je balaye là quelque part, ça ne veut pas dire que parce que moi je balaye quelque part, je suis à la réception, que je ne suis capable de rien du tout. C'est à cette femme-là de pouvoir avoir confiance en elle, de pouvoir se dire, oui, je joue mon petit rôle avec mon petit balai, je joue mon petit rôle derrière mon bureau à la réception. Je joue mon petit rôle avec les youloulous. Mais ça ne m'empêche pas d'avancer. Ça ne m'empêche pas de voir loin. De voir loin. Ça ne m'empêche pas de m'afficher. Souvent, les femmes se cachent justement elles-mêmes là, derrière, parce qu'elles ont peur de s'afficher. Parce que dans notre... Mais quand il faut jouer le rôle d'embellie, elles n'ont pas peur de s'afficher. Elles n'ont pas peur, c'est Elles n'ont pas peur de s'afficher. Quand il faut se défendre, c'est alors qu'on sent qu'elles se résignent un peu. Elle se rétracte. Elle se rétracte justement tout simplement parce qu'on lui fait croire dès le départ que tu n'as pas d'idée, tu n'es pas capable de réfléchir. Ça c'est, on le lui fait comprendre à travers certains adages, moi c'est à vous quitter, et puis elles intériorisent ça, et elles se disent non, la femme doit rester dans son petit coin. Non seulement ça, il y a la société qui demande à la femme de ne pas s'afficher. C'est la personne qui peut s'afficher, c'est l'homme. Et tout ça fait quelque part reculer
la femme. Alors, comme la femme doit se battre, eh bien, on doit se battre, on doit continuer à se battre. Je pense que même s'il y a cette loi électorale qui est maintenant, qui a été, je peux dire, adoptée, promulguée, je ne sais plus si c'est été promulguée, oui. Mais quelque part, c'est parce que la femme s'est battue pour qu'on puisse la reconnaître. Mais moi, je dis toujours, c'est bien, mais il faut savoir mettre la femme, pas des femmes. Mais la femme, ça c'est une grande précision. Pas une femme, pas des femmes, mais la femme, les femmes. C'est de cette manière-là qu'on pourra avoir une génération de femmes qui maintenant pourront justement impulser les générations à venir et qui leur feront comprendre que non, nous avons été là, nous avons fait notre travail. Vous-même, vous pouvez venir maintenant avec toute la sécurité voulue. Mais est-ce qu'il y a une différence entre la manière de gérer d'une femme et à celle de l'homme? Parce que finalement, nous tous, nous sommes êtres humains, non? Bon, selon les statistiques, ça, c'est pas moi qui le dis, il a largement été prouvé que la gestion de la femme a toujours été la meilleure. La femme est beaucoup plus consciencieuse. C'est difficile à une femme de se dire qu'elle va même détourner $100. D'ailleurs, les gros détournements qui sont au pays, je ne sais pas si on a cité le nom d'une femme quelque part. C'est très difficile. Et même ici au Congo, on avait fait des statistiques, surtout au niveau de la gestion publique. Les meilleures qui sont sorties, ce sont les femmes. Donc quand il s'agit de gérer les affaires, il est vrai que la femme gère mieux. Si, par exemple, les hommes géraient aussi bien, je ne pense pas que, actuellement, même les organisations internationales, les bailleurs de fonds, quand ils ont des propositions de subventions, de financement, quelle que soit la forme de financement... Ils privilégient la femme. Ils privilégient la femme. Okay. Il y a un temps, il y a vraiment un moment, ils ont longtemps privilégié les hommes. Mais ils ont eu des résultats, eux-mêmes le disent. Ils disent que les résultats ont plutôt été négatifs. Quand ils ont testé la gestion avec les femmes, ils ont remarqué que oui, quand vous remettez par exemple 1 000 francs à une femme, elle va d'abord réfléchir comment décortiquer ces 1 000 francs. Elle va placer peut-être 200 francs quelque part pour faire tourner cet argent. Un autre 200 francs peut-être quand même pour les enfants. Un autre, mais elle sera de manière vraiment calculatrice. Mais quand ils remettent l'argent à l'homme, malheureusement, c'est d'abord les femmes, c'est d'abord les concubines. Ça, c'est pas moi qui le dis, les concubines. C'est comme ça qu'ils se permettent de chercher des lois sur la polygamie. Alors qu'il y a des questions plus importantes que ça. Oui. Et justement, quand on dit, quand il y a le procès de la polygamie, ça pose aussi un problème sur la gestion publique. Oui. Parce qu'un polygame, ne vous en faites pas, sera obligé de nourrir et les femmes qu'il a entre parenthèses, épousés, les enfants, ça les fait un familles peu plus de chaque femme, oui. Ça demande des moyens. Oui. Et qui dit demande des moyens, donc ils seront toujours obligés de lorgner sur une caisse quelque part. Donc c'est très dangereux de pouvoir adopter. On dira, oui, les musulmans, tout ça. Les musulmans... On va vous dire que c'est notre culture. C'est ça. Il faudrait peut-être seulement officialiser pour qu'ils se sentent à l'aise dans cette culture-là, dans la tradition. Bon, de toutes les façons, les papas au village, ils avaient 2-3 femmes. Nous avons notre constitution qui lui reconnaît que le mariage monogamique. Et les gens qui ont signé cette constitution, d'ailleurs c'est la population elle-même qui a validé cette constitution. Si la population a validé cette constitution, il sait pourquoi. Donc il y a toujours un problème de gestion et ce sont les statistiques qui ne viennent pas de moi, mais qui viennent des organisations internationales, qui viennent aussi de tous nos experts congolais ici. Et pourquoi les hommes ont peur que les femmes puissent prendre de plus en plus de la place dans cette gestion? Ils ont peur de perdre leur place, ils ont peur d'être étouffés, ils ont peur, je ne sais pas. Ce n'est pas encore ancré dans l'homme de pouvoir faciliter cet équilibre-là, de pouvoir évidemment vivre le genre comme il se doit. Oui, une fois, dernièrement, j'étais, je crois, à Kananga, on avait fait... je vais même vous donner une petite anecdote, je vous coupe un peu, parce que je parlais avec une femme qui est politicienne. Elle me dit, il y a des réunions qui pouvaient se faire, par exemple, de 18h à 20h, et chacun rentre chez soi pour aller s'occuper de ses affaires. Sachant qu'elle était la seule femme dans cette commission-là, les réunions étaient programmées à 23h.
C'est fait exprès, justement. Elle, c'est une femme mariée. C'est fait Donc, pour exprès. dire qu'à un certain moment, elle va se C'est fait fatiguer, exprès. elle va partir et ils vont rester prendre des décisions sous son dos. Voilà, c'est vraiment fait exprès. On sait qu'il y a quand même une certaine fragilité, Oui. vulnérabilité autour de la femme. Bon, vulnérabilité, pas dans le sens que la femme est faible, mais vulnérabilité autour De ses charges, par exemple? oui, des charges de la femme, parce que nous restons africains, nous restons congolais. Nous savons ce que la femme représente, surtout quand elle est mariée, au sein de la société congolaise. Maintenant, vous faites exprès de mettre des réunions la nuit, tout en sachant que cette femme mariée, aussi longtemps même si elle est ministre, si elle est quoi, mais elle a tout un foyer à pouvoir gérer. Donc, Oui. c'est comme si vous la poussez à déséquilibrer son foyer, mais entre-temps, vous allez protéger vos Les foyers à vôtres. vous. Donc, c'est une méchanceté, moi, je dirais. C'est une méchanceté. S'il y a d'abord, pourquoi organiser des réunions la nuit? Tardive. Oui. Tardive. La journée, vous faites quoi? Donc, c'est possible que s'il y avait, je pense, de cette petite volonté, les responsables des partis politiques s'arrangeraient d'abord pour mettre toutes ces femmes à l'aise. Ne fût-ce que la considération, parce que ça, c'est un manque de considération totale. Même une femme célibataire ne peut pas s'hasarder à aller trimballer dans les rues, parce que c'est aussi sa dignité qui est en Oui, jeu. oui. On voit une femme célibataire traîner dans les rues, mais qu'est-ce qu'on va dire? Voilà. Et après, on va dire que c'est elle qui sort avec ses C'est elle collègues. qui sort avec elle, Oui. c'est une femme légère tout simplement parce qu'elle se promène la nuit. Moi, je pense que c'est vraiment de la méchanceté. Il y a moyen que les partis politiques organisent des séances de travail en plein jour, Oui. terminées à une certaine heure, par respect envers les femmes que eux-mêmes ont recrutées. Donc c'est un peu ça. Pour moi, c'est une forme de méchanceté, tout simplement pour, encore une fois, éliminer la femme et puis lui dire, non, tu vois, tu es incapable, tu es incompétente parce que tu ne sais pas te balader la nuit. Alors, on est en train petit à petit d'aller vers la fin de cette émission. Quelles sont les stratégies au regard des enjeux qui nous attendent par rapport aux élections que nous devons mettre en place, nous, en tant que femmes, pour pouvoir davantage rafler des postes? Parce qu'on sait tous que la majorité de la population congolaise est composée des femmes, mais sur le plan des décisions, sur le plan des postes, des responsabilités, il y a moins de femmes qui prennent la parole. Il y a moins de femmes qui sont positionnées. Il est temps aujourd'hui que les femmes changent aussi de stratégie et qu'elles puissent pas s'imposer, mais chacun doit mériter ce qu'il a comme compétence. Oui, effectivement. Moi, je suis toujours d'avis qu'il faut toujours savoir sensibiliser. Si on est parvenu à certains résultats positifs aujourd'hui par rapport aux droits des femmes, c'est tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation. Là où ça n'allait pas, on a su recadrer les choses. Là où ça va, on a su améliorer certaines choses. Je crois qu'il faut simplement continuer encore toujours à parler, à sensibiliser, faire des campagnes auprès des femmes pour comment je peux dire, renforcer sa confiance, Oui. renforcer son estime, mais pas seulement du côté de la femme, du côté aussi de l'homme. Actuellement, on parle beaucoup de la masculinité positive. Oui. Et nous avons le chef de l'État qui a été d'ailleurs sacré champion Ambassadeur, de oui. la masculinité positive, ambassadeur de la masculinité positive. Ce n'est pas seulement du côté de la femme. Il faut aussi que beaucoup de campagnes de sensibilisation soient faites auprès des hommes. Souvent, quand on parle du genre, on a tendance à penser que ça ne concerne que la femme. Alors que non, le genre, c'est genre masculin, genre féminin. C'est-à-dire quoi? Que la société, c'est l'égalité des chances. Quand on parle d'égalité des chances, ce n'est pas l'égalité que la femme va prendre le sexe de l'homme. Non, ce n'est pas ça. C'est l'égalité des chances, c'est-à-dire ce que toi, la femme, ce que toi, l'homme, tu peux faire, la femme peut aussi le faire. Il appartient justement, comme on a beaucoup fait de sensibilisation auprès de la femme pour la sortir un peu de sa fragilité, pour la sortir un peu des craintes qu'elle avait, il faut aussi faire la même chose du côté de l'homme, faire beaucoup plus de campagnes de masculinité positive, lui faire comprendre que si
on veut un monde meilleur. Quand on veut marcher, on ne peut pas marcher seulement avec une jambe droite. Oui. On ne peut pas travailler seulement avec une main droite. On marche avec le pied droit et le pied gauche. On travaille avec la main droite et la main gauche. Donc c'est à travers ce genre de campagne que les choses peuvent changer. Je pense qu'on doit continuer, on ne doit pas se fatiguer parce que c'est par là que les choses doivent passer. C'est par là que les choses doivent passer. J'espère que chacun est en train déjà de pouvoir peaufiner ses stratégies pour que dans les jours à venir, on ait cet équilibre. Madame Bernadette Kamango, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je vous retrouve bientôt. Et vous êtes candidate, non? Ça vous tente? Je vais vous dire, bon, il y a beaucoup de partis politiques qui me sollicitent. Je n'ai pas encore pris de décision. Ah, si vous ne vous occupez pas de la politique, elle va s'occuper de vous. Hein. Il faut, bon, ça peut nous tenter. On va parler comme les Quinois. Il faut motiver Mouto. Mais on n'a pas peur des élections, donc on verra. On verra bien. Nous, on souhaite que les femmes compétentes, les femmes qui, évidemment, ont quelque chose à donner, les femmes leaders, au vrai sens du mot, puissent davantage être élues pour changer un peu la donne. On sait que quand il y a la touche féminine, les choses peuvent changer. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur BioOne Télévision avec votre magazine.